Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Son manteau rouge permet chaque année à des millions d'enfants de voir un certain matin la vie en rose. C'est le moment ou jamais de raconter l'histoire du Père Noël avec l'auteur et le metteur en scène d'un spectacle qui est un cadeau. Bonjour Charles Mollet. Bonjour. Alors c'est vrai que vous présentez à Paris un spectacle qui est étonnant, qui est la véritable histoire du Père Noël. On va en parler tout à l'heure parce que c'est un spectacle pour les enfants et pour les adultes, et un spectacle immersif. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter le parcours de mon invité. Donc on va faire deux choses. On va raconter le Père Noël tout à l'heure, mais on va d'abord raconter qui vous êtes, parce que vous avez un parcours étonnant. Et ça, à partir de dates. Et la première date que j'ai trouvée, c'est le 5 décembre 2014. Je crois que ce sont vos débuts de metteur en scène à Paris, à l'église Saint-Germain-des-Prés, avec un millénaire. Oui, absolument. C'était et d'ailleurs, vous voyez, on fête ce mois-ci les 10 ans de ce premier spectacle qu'on avait créé pour le millénaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, le millénaire du clocher précisément. Et c'est un spectacle assez étonnant avec des tableaux vivants. Absolument. Le curé de la paroisse, le père Benoît de Sinetti, m'avait demandé de créer à l'occasion de cet anniversaire un spectacle dans l'église. Et l'idée, c'était d'y associer tous les paroissiens et puis des personnes du quartier de manière plus large. Et comme on avait peu de moyens, je me suis dit, utilisons cette église comme un décor à 360 degrés et faisons entrer les spectateurs par groupe de 50 pour y vivre un moment un peu en suspension, et on crée en fait des tableaux dans les bas-côtés de l'église. Le cœur de l'église était illuminé par 1000 bougies et ça a vraiment marqué non seulement ceux qui ont participé, mais aussi les 15 000 et quelques spectateurs qui pendant 3 jours se sont rués auprès de cette église. La cathédrale Notre-Dame a rouvert ses portes, des flux de personnes y vont. Et bien à l'époque, il y a 10 ans, c'était Saint-Germain-des-Prés qui était un petit peu un phare comme ça au moment de Noël. Et puis c'est là que tout a commencé ainsi. Alors il se trouve qu'en plus cette église de Saint-Germain-des-Prés a eu des problèmes à une époque, et qui l'a aidé, c'est Victor Hugo. Absolument. Qui a également aidé Notre-Dame de Paris en écrivant son roman. Ouais, et puis des édifices religieux comme ça qui ont beaucoup souffert des suites de la Révolution. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait été transformée en fabrique de salpêtre. Donc en fait, on avait renversé les dalles de l'église, on avait mis des fours à salpêtre dans les bas-côtés de l'église, et les Parisiens amenaient le salpêtre qui était acheté par la Convention dans la nef, puis ensuite c'était passé dans les fours, et le salpêtre raffiné qui faisait de la poudre était stocké dans la pièce la plus grande qu'on pouvait avoir, le réfectoire, au-dessus duquel il y avait la bibliothèque. Évidemment, une bougie a été oubliée, tout a explosé, et c'est ainsi que cette abbaye, une des grandes abbayes de France, a disparu, et il ne reste aujourd'hui plus que quelques pierres qui se trouvent dans les magasins environnants, et l'église qui était très abîmée et que Victor Hugo a contribué à réhabiliter. Alors ce qui est étonnant, Charles Mollet, c'est que vous avez fait ce spectacle alors que vous étiez encore étudiant à Sciences Po. Ouais, j'étais en vérité, je venais de terminer mes études à l'IEP, donc à côté, rue Saint-Guillaume, et puis je travaillais à l'époque pour un site de streaming musical, Deezer. Et bon, c'était sympa, mais c'était les débuts de Deezer en plus. Ouais. On était en pleine expansion, et donc entre 2 voyages en Australie, en Allemagne ou au bureau de San Francisco, je revenais, et puis je passais mes nuits dans la vieille abbaye de Saint-Germain-des-Prés à concocter avec 2 amis, Julie Géline, qui est aujourd'hui mon associée, et de Nicole, ce qui allait devenir le millénaire et ce qui allait nous marquer profondément, et qui allait en fait inspirer toute la suite des aventures qu'on allait vivre au château de Maintenon, au château de Champs-sur-Marne, à Rambouillet. Et qu'on va évoquer, bien voilà. sûr. Alors, il se trouve que vous avez un cursus assez particulier. D'abord, des études classiques à Dijon. Ouais. Dijon, d'ailleurs, il y a une église. Et l'usurier qui venait de se marier a été tué par des gargouilles de l'église alors qu'il réclamait de l'argent à l'église. Il y a une justice assez étonnante. Alors, vous avez fait des études à Dijon, et puis ensuite des études à Paris, parce que vous aviez envie de faire autre chose que ce que le destin vous promettait. En fait, mes parents m'ont toujours invité à faire du mieux que je pouvais, et alors j'ai fait mes études, mon lycée à Dijon, d'abord à Chalon-sur-Saône, et puis ensuite à Dijon, et puis après j'ai pu entrer à Sciences Po grâce aux notes que j'avais eues au bac.
J'avais réussi très bien mon bac, mieux que mon année d'ailleurs, et le bac, ça avait été un vrai festival. Et du coup, j'avais pu rentrer à l'Institut d'études politiques de Paris, qui, je savais pas ce que je voudrais en faire, ou du journalisme, ou autre chose. Je savais pas trop, mais je me disais que c'était... Moi, je viens du plateau de Langres, en Haute-Marne, et je me disais, ça, c'est une belle voie, c'est une grande école. Et donc, j'étais ravi d'entrer là-bas. Et puis, j'ai découvert que, en fait, Sciences Po est une école dans laquelle on apprend à raconter des histoires, et on les raconte bien. Alors après, on met ces histoires au service du politique ou au service de l'art. J'ai choisi de les mettre au service de la création artistique. Et vous avez commencé par une émission de radio autour du monde qui s'appelait Partance Monde, Charles Mollet. Ça, c'était à côté des études. Enfin, je dis souvent aujourd'hui, il y a plein de jeunes dans nos spectacles qui nous disent qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Fais des choses à côté de ce qu'on te demande de faire. Explore toutes les pistes. Et j'ai fait pas mal de radio et j'ai profondément aimé ça. Je présentais Partance Monde qui m'a permis de voyager autour du monde, de rencontrer tout un tas de personnes passionnantes. Et cette émission, elle m'a vraiment porté. Elle m'a permis de rencontrer plein de gens et de voyager. Et lors de ces voyages, j'ai commencé à avoir des idées sur ces spectacles. Et puis voilà, et l'eau trouve son chemin. Voilà. Mais vous avez voyagé à bord d'avion, à bord de bus, vous avez fait de l'autostop, vous avez tout fait. Bon non, oh là là, je suis loin d'avoir tout fait, mais j'ai eu la chance en fait de voyager, de rencontrer des gens, et puis toujours cette émission, le principe de ces carnets de voyage, c'était vraiment de sortir des sentiers battus, la traversée du Pacifique en porte-conteneur à la rencontre des équipages, la traversée des Pyrénées à bord des avions de l'Aéropostale, Breguet 14, un Breguet qui avait été remis en place par une association de passionnés sur la base de Toulouse-Montaudran pour évoquer l'épopée extraordinaire de l'Aéropostale, la traversée d'une partie de la Mongolie à cheval sur les traces du moine franciscain Guillaume de Rubruck qui avait été envoyé par le roi pour voir si on pouvait pas ouvrir un contre-front pour contrer Soliman. En fait, toutes ces choses-là, c'est des histoires, des légendes, puis un peu comme vous, quand on est journaliste, on a envie de courir à la campagne. Moi, j'ai fait ça, j'avais 19 ans, et quand je suis revenu, j'ai fait du spectacle. Oui, voilà, mais 19 ans, parcourir le monde sans argent, à certains moments, c'est pas simple. Ah oui, jamais. Il y avait jamais un copec. Mais en fait, quand on est en dehors des sentiers battus, ce qui est extraordinaire, quand j'étais vers 17 ans, quand je suis rentré à Sciences Po, j'avais déjà cette émission, mais je voyageais pas, je pouvais pas encore voyager. Sur les premières années de cette émission, je recevais des gens comme Antoine de Maximi, par exemple, et qui lui avait son émission de voyage autour du monde. Je recevais des reporters de guerre, des gens comme Jean-Pierre Aigneret, un cosmonaute, et Antoine de Maximi, en fait, quand il voyageait, les portes s'ouvraient. C'était tellement original. Et en fait, quand on est en dehors des sentiers battus, les portes s'ouvrent. J'ai des Indiens mapuches qui m'ont, dans l'Amérique du Sud, hébergé pendant 2 semaines, le temps que je puisse rencontrer leur machi, donc la sorcière, dans cette communauté. Ou en Mongolie, quand vous arrivez, vous faites 2 jours de cheval, vous arrivez dans une yourte, mais les gens vont pas vous dire il faut payer ou à quelle heure vous partez. C'est pas un hôtel. En fait, ils sont tellement heureux de rencontrer quelqu'un qui arrive comme ça, dans le froid, dans la nuit, dans la neige, avec son cheval, que les portes s'ouvrent, et puis on peut rester là 4, 5, 6 jours. Enfin, c'est les rencontres humaines. Oui, mais il faut les rencontrer. En plus, ces gens-là, faut préparer ce voyage. Ça se prépare, je pense que ça se prépare. Ça se prépare d'autant plus qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile de sortir des autoroutes de la communication, du tourisme, du voyage. Tout est très préparé partout. Et quand on dit, non, moi je veux pas de voiture, je veux un cheval, déjà faut trouver le cheval, je veux partir avec le cheval dans un endroit où personne ne va, donc les gens se disent, mais c'est quoi le principe? Et puis après, on part. Des gens comme Sylvain Tesson en ont fait une vie, un métier, une philosophie de vie, et sont très très inspirants aussi pour ça. Je pense qu'il faut se risquer et sortir des autoroutes. Vous sortez des sentiers battus, puisque vous revenez, vous devenez metteur en scène. En général, un metteur en scène, ça travaille dans un théâtre ou un musical. Vous choisissez les châteaux, Charles Mollet. Ouais, c'est pareil, j'avais pas d'argent. Et du coup, comme j'avais pas grand-chose, je me suis dit, donc à Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, on construit un spectacle dans l'église. Les gens sont ébobis. Et puis, on me demande de faire ça dans un château, au château de Maintenon. Et le cadre du château est un décor en soi extraordinaire. Et je me dis, voilà, maintenant qu'on a un décor, on va pouvoir emmener les gens à l'intérieur de ce décor. Et je pense un peu comme tout metteur en scène, on essaie de créer quelque chose de différent. Si vous faites Cyrano de Bergerac demain, vous allez vous dire comment ne pas faire le même Cyrano que tous mes ancêtres. Alors on va s'inspirer évidemment, puis on va essayer de proposer quelque chose de différent. Et surtout, c'est notre métier, de toucher le spectateur, de lui faire
rouvrir l'oreille, rouvrir l'œil, pour redécouvrir l'œuvre et pour vivre des émotions. C'est vraiment ça, le métier de metteur en scène, puis d'artiste et de comédien. Et du coup, je me suis dit, là, j'ai un décor extraordinaire avec ces châteaux. Et si je raconte l'histoire des châteaux ou une autre histoire qui prend pour cadre ces châteaux, les gens vont être tellement surpris que ils vont s'éveiller, ils vont écouter, ils vont ouvrir les yeux et la magie va pouvoir opérer, les sentiments vont pouvoir naître. Donc vous avez eu des patrons de châteaux qui ont accepté de jouer le jeu, et en plus vous avez trouvé des bénévoles pour travailler avec vous, Charles Mollet. Et surtout en fait, parce que les spectacles qu'on a créés dans ces monuments avec mon équipe, c'est la vocation, et on travaille beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux, qui nous a donné pour mission de mobiliser des communautés de volontaires bénévoles autour du monument, pour quelque part recréer un lien entre un site historique, un château comme celui de Champs-sur-Marne, celui de Maisons-Laffitte, celui de Rambouillet, et des châteaux privés aussi, au château de Goulaine, au château du Plessis-Bourré, recréer un lien entre un monument et les gens qui habitent autour, et qui parfois se disent je connais le château, j'y suis allé une fois, mais je n'ai pas de lien. Et là, le château devient l'écrin dans lequel vont naître des souvenirs, des rencontres, devient en fait un lieu de sociabilité très important. Et les spectacles sont une occasion de raconter l'histoire du lieu, de faire se retrouver des gens, d'aller chercher un public nouveau. À chaque fois, pour un spectacle, on parle de 10, 20, 30, 40 000 spectateurs qui viennent le voir à un moment de l'année, donc ce n'est pas anodin non plus. Et puis, de créer des souvenirs entre toutes ces personnes. Saint-Exupéry disait, il n'y a pas de plus beau métier que celui d'unir les hommes, et je crois que c'est un peu ce que j'essaie de faire avec mon équipe et avec tous les gens qui nous suivent. Voilà. Et il se trouve que le Père Noël, il n'y a pas une union plus facile aussi et plus logique à cette période de l'année, et on va l'évoquer tout au long du reste de l'émission, d'abord avec une date, le 18 décembre 1946. A tout de suite sur Sud Radio avec Charles Mollet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Charles Mollet, metteur en scène de plusieurs spectacles. On a commencé à parler de votre parcours dans les châteaux et les églises. Metteur en scène actuellement au Grand Hôtel des Rêves d'un spectacle sur la véritable histoire du Père Noël. Donc l'occasion en ces périodes de Noël de parler de Noël, et notamment d'évoquer le 18 décembre 1946, sortie d'un film avec une chanson culte. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Un film qui s'appelle Destin, dont on a oublié l'histoire. En fait, l'histoire, c'est André, un chanteur qui est père d'un jeune garçon de 4 ans, qui a des problèmes à cause de son frère jumeau, qui est sorti de prison, et il décide d'enlever son neveu pour faire du chantage à André. On s'en fiche totalement, sauf qu'un jour, il manquait une chanson dans ce film, une chorale de Harlem devait venir, elle vient pas, Tino Rossi cherche une partition chez un copain, Henri Martinet, il trouve une chanson qui a servi pendant la guerre, avec un enfant dont le père ne revenait pas de la guerre, et c'est devenu Petit Papa Noël, que vous connaissez forcément, Charles Mollet. Bien sûr, puis que tout le monde connaît, puisque c'est encore un élément de la légende rouge et blanche du Père Noël qui vient s'inscrire dans l'imaginaire collectif. C'est une chanson qu'on apprend encore à l'école, en CM1. Ouais, puis même quand on l'apprend pas, les gens la connaissent, elle est dans l'imaginaire collectif. Et quand on parle du Père Noël, c'est précisément ce dont on va parler. Comment l'imaginaire collectif se charge à travers les siècles d'images qui demeurent. Alors, les chants de Noël, justement, je crois que Papa Noël, on en est à 80 millions de disques vendus, ce que personne n'aurait imaginé, à commencer par Tino Rossi. Les chants de Noël, au départ, c'est une tradition qui remonte au XIIIe siècle. Je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Saint François d'Assise qui a lancé la tradition des chants de Noël en souhaitant enseigner aux fidèles la naissance de Jésus à travers la musique. Oui, et puis d'une manière plus accessible que les écritures dont les lectures n'étaient pas maîtrisées à cette époque-là. Donc, Vous avez travaillé sur les chants de Noël pour vos spectacles ? Dans ce spectacle-là, le chant n'est pas central. Mais en fait, moi, dans mon travail d'écriture, c'est des choses qui m'inspirent et qui me portent énormément. Il y a notamment une tradition des caroles britanniques, des chants de Noël britanniques, avec des choses extraordinaires. Il y en a aussi en France, parfois un peu moins. Et sinon, évidemment, dans le répertoire religieux, où il y a eu une série de Noël extraordinaires qui ont été composés chez Bach, chez des oratorios de Noël. Enfin, c'est tellement riche. Et puis, ça nous parle immédiatement. C'est la musique des siècles qui traverse sur cette période précise, avec les instruments qui vont avec, les Noëls provençaux. Bien sûr. Et il y a aussi les chansons américaines, parce qu'il y a une chanson américaine qui a été un chant de réconciliation et qui est devenu un hymne national pratiquement aux États-Unis. I'm dreaming
of a white Christmas with every Christmas En fait, cette card. chanson, elle est née en 1941. Irving Berlin la compose. Et c'est quand la guerre a commencé aux États-Unis, quand les États-Unis sont entrés dans la guerre, Bing Crosby, qui était une star à l'époque, l'a chanté. Et c'est devenu un chant patriotique extraordinaire. Mais c'est intéressant d'ailleurs que vous me parliez de cette chanson et il y a beaucoup de chants de Noël américains chantés notamment par Sinatra ou Cole, mais pas que. Et en fait, ce qui est extraordinaire, et je pense qu'on va en parler sous peu, c'est l'association qu'il y a aujourd'hui dans l'imaginaire collectif toujours de la personne du Père Noël et de cette image américaine, alors que le Père Noël existe en Europe depuis des siècles, mais en fait c'est vraiment l'histoire d'un voyage, d'une racine européenne qui passe par les États-Unis, qui revient et on a l'impression qu'il est importé par les Américains, mais en fait il est pas importé par les Américains, il est réinterprété par eux et le retour des États-Unis après-guerre redonne une place et une saveur différente à ce personnage et les chants de Noël américains qui sont aujourd'hui très très présents dans l'esprit qu'on a de Noël et cette chanson nous y fait tout de suite penser, nous montre à quel point la culture américaine a pris une place importante après la guerre. Oui, alors il se trouve que cette chanson est devenue un succès en France sous le titre de Noël blanc et plusieurs personnes l'ont chantée, à commencer par celle qui était Mademoiselle de Paris au Japon, Jacqueline François. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau Vous connaissez rêve cette chanson blanc. aussi, la version française? Je connaissais Charles pas Mollet. la version française. Et vous savez qui Oui. l'a écrite? Du tout. C'est Francis Blanche. D'accord. En fait, Francis Blanche, à ses débuts, n'avait pas d'argent. Il travaillait chez un éditeur qui traduisait des chansons américaines en France. Et en un après-midi, il a écrit Noël blanc, il a écrit Vive le vent et il a écrit Étoile des neiges. C'est extraordinaire. Incroyable. Ouais, une après-midi fructueuse. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des chansons qui ne prennent pas qui ont la même signification en français et en anglais, mais qui ont la même émotion. Oui, parce qu'en fait, c'est cette période de l'année qui procure cette atmosphère-là et que tout le monde recherche. Est-ce que vos souvenirs d'enfance, Charles Mollet, sont liés à des chansons de ce genre? Oui, je pense qu'on chantait pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'en France, on n'est pas un pays de grands chanteurs et on chantait pas des Noëls à la maison. Mais pour moi, Noël est lié à il y a une dimension multisensorielle et notamment musicale. Peut-être plus la musique que j'écoutais, à savoir les oratorios, les messes de Noël de Bach ou alors des chants de Noël quand j'avais la chance de les entendre chanter par de beaux chœurs. Et vous fréquentiez les églises le soir de Noël? Oui, parce qu'en fait, moi je viens d'une famille avec des parents qui sont pas forcément très croyants ou très pratiquants, mais le moment de la messe de minuit reste aussi pour des foyers comme cela quelque chose d'important. Moi, je le suis devenu beaucoup plus par la suite, mais je trouve que Noël, c'est quand même un moment où il y a une reconnexion avec le fait religieux, avec la foi, avec la tradition, et c'est un moment où l'Église a un message encore plus écouté que pendant le reste de l'année. Et on se relie aussi avec notre histoire, nos racines, nos traditions. C'est important. Mais Alexis Grus, jusqu'à la fin de sa vie, au Cirque Grus, a organisé tous les 24 décembre une messe de Noël où il y avait 3000 personnes sous le chapiteau. C'était une tradition. Alors, on parlait de Vive le vent tout à l'heure. Beaucoup de gens l'ont chanté, mais il y a une version qu'on connaît peu, par une chanteuse très célèbre. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige, jour de Noël, bonne année grand-mère. Avant le disco, Dalida a chanté Vive le vent. Mais bon, et vous savez que dans les spectacles qu'on fait, notamment au château de Champs-sur-Marne et de Rambouillet, on fait chanter cette chanson au public et tout le monde la connaît aussi. C'est une des chansons qui marche le mieux, les gens la chantent tout à fait volontiers, très vite, beaucoup plus facilement que beaucoup d'autres chants de Noël que les gens connaissent, mais sur lesquels ils se risquent moins. Comment ça se fait?
En fait, elle est dans l'oreille de tout le monde. Elle est simple, elle est entraînante. Elle n'a pas de dimension triste, parce qu'il y a beaucoup de chants de Noël qui ont une dimension un peu plus triste, parce que Noël, c'est aussi une nostalgie, c'est aussi une douceur, tandis que là, elle est tout en joie. Et puis, elle se chante très facilement, et elle est tellement entraînante que les gens s'y prêtent avec grand plaisir, surtout quand elle est en français, parce que quand ils la chantent en anglais, on a plus de mal à démarrer les gens. En fait, c'est une chanson américaine au départ, qui a été écrite par un certain James Lord Pierpont à l'occasion de la fête américaine de Thanksgiving pour l'église de Savannah en Géorgie. Et elle a fait référence au traîneau à cheval, qui était l'équivalent du renne du Père Noël. Ouais, Jingle Bell, les grelots qui sonnent. Exactement, et c'est comme ça que c'est né. Alors, il y a les chansons, mais il y a aussi les films qui ont marqué les Français, notamment Le Père Noël est une ordure, que vous avez forcément vu et qui a fait rire beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Mais Noël, en fait, c'est comme ça que le Père Noël voyage à travers les siècles. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va se saisir de sa figure. Et dans Le Père Noël est une ordure, on n'a pas la vision la plus, j'allais dire, la plus angélique de ce personnage. Mais c'est comme ça. Vous voyez, quand il joue le Père Noël est une ordure, Junio, il a le costume, il va réenfoncer le clou de la couleur rouge, de la fourrure rouge, et d'une manière ou d'une autre, il contribue à consolider le mythe qui se construit depuis le IIIe siècle, depuis le fin fond de la Turquie, et qui voyage et qui tourne autour de la Terre sans cesse, avec un personnage qui change sans cesse de visage. Aujourd'hui, on a... ça s'est un peu arrêté, mais c'est juste qu'on est dans une période de temps de 100 ans, mais à travers les siècles, ce personnage a changé de forme, d'identité, mais il est toujours demeuré dans cette période de l'année, avec des caractères qui traversent les âges. C'est-à-dire le visage un peu masqué, que ce soit par une barbe ou par un masque. Voilà, aujourd'hui, c'est une barbe et des lunettes. La nuit de Noël, le cadeau, toutes ces choses-là sont des permanences qui traversent les siècles, et tout ce qu'on raconte autour vient confirmer le mythe, vient contribuer à le construire. Même Le Père Noël est une ordure. Voilà. Alors, Le Père Noël, justement, son histoire, quelle est-elle ? On va la raconter dans quelques instants, parce que je crois que vous avez appris à la connaître avec votre spectacle, Charles Mollet, à travers une date très ancienne, le 6 décembre 343. À tout de suite sur Sud Radio avec Charles Mollet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Charles Mollet. Pourquoi ? Parce que c'est les fêtes de Noël et qu'à Paris, au Grand Hôtel des Rêves et puis dans des châteaux, vous avez monté un spectacle sur la véritable histoire du Père Noël. Donc l'occasion de raconter le Père Noël, car on le connaît et on connaît peu son histoire finalement. Oui, et vous le disiez tout à l'heure, c'est une histoire ancienne. Et le 6 décembre 343 va rendre l'âme Saint Nicolas de Myre, donc un évêque. Ça se passe au fond de la Turquie. Et cet évêque, c'est celui, donc évidemment Saint Nicolas, les gens connaissent la figure de Saint Nicolas qui a traversé les siècles. Et Saint Nicolas va être fêté le 6 décembre, qui est la date du martyre. Oui. Et il faut savoir qu'il distribuait beaucoup d'argent jusqu'à sa mort aux pauvres qui étaient autour de lui. Absolument, il va hériter en fait gros héritage, et il va utiliser cet argent pour aider les uns et les autres. Il va notamment sauver 3 jeunes filles de la prostitution. La légende se déforme un petit peu, 3 jeunes filles, 3 enfants sauvés d'un boucher qui voulait les manger. La légende de Saint-Nicolas se construit un peu comme ça, et où on va raconter, c'est les trois petits-enfants sauvés du boucher qui étaient dans le saloir et qui vont être sauvés par Saint-Nicolas. C'est l'époque où l'empereur Dioclétien va persécuter très très fortement les catholiques, les chrétiens plutôt, et Saint-Nicolas va être mis à mort. Voilà. Et il va être canonisé par le pape Eugène IV le 5 juin 1446. Il devient le saint patron des enfants et des marins. Saint patron des enfants, des marins, également saint patron des hommes non mariés. Oui. C'est un saint très très important, notamment pour les Russes, pour les Hollandais. Quand les Hollandais vont arriver aux États-Unis, donc là on est plutôt au 17-18e siècle. 1773. Voilà, le bateau qui les emmène vers ce nouveau monde et vers ce qu'on appelle la Nouvelle Amsterdam, New Amsterdam, qui deviendra New York, a comme figure de proue Saint-Nicolas. Les fêtes de Saint-Nicolas vont être très très importantes. Saint-Nicolas qui va prendre, quand en hollandais on va l'appeler Sinterklaas ou Sinterklaas. Et en fait,
fait, il va prendre place et chair aux États-Unis de cette manière-là. C'est comme ça que ça naît, finalement. Et non, parce que c'est comme ça que ça naît outre-Atlantique. Oui, parce qu'en fait, ça continue de vivre en Europe et très très bien à travers des personnages, Saint-Nicolas toujours, et puis d'autres personnages comme le Petit Noël ou alors le Yule-Nis qui lui vient beaucoup plutôt des traditions norvégiennes, laponnes. Donc en fait, le personnage de Noël qui traverse les siècles, il existe depuis extrêmement longtemps. On parle déjà de Père Noël par le passé, dès le 12e, dès le 13e siècle, on a des mentions du Monsieur de Noël ou de Monseigneur Noël. Donc la personnification de Noël existe, mais elle va là prendre un tour par les États-Unis qui est extrêmement intéressant, puisque Sinterklaas, qui est fêté le 6 décembre, va prendre pour nom progressivement Santa Claus et va devenir le Santa Claus américain. Le 6 décembre va être rapproché de la date du 24 décembre, donc de la fête de la Nativité. Il va y avoir une sorte de syncrétisme, il va à un moment même être complètement laïcisé, et puis il y a un pasteur qui va rédiger un poème. Oui. Et ce poème-là va être un peu l'acte de naissance d'une vision du Père Noël américain qui ensuite sera réimportée en Europe. Voilà, d'ailleurs, c'est lui qui pense au 25 décembre plutôt que le 6 décembre, et qui est la Saint-Nicolas fêtée en Belgique et en Europe du Nord. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que les premiers achats de Noël, c'est Charles Mollet, c'est aux États-Unis en 1820 à 1840, avec des journaux américains qui publient des publicités mettant en scène le Père Noël. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout va se passer un peu au 19e siècle finalement. Il y a un auteur, Thomas Nast, qui va figer en fait cette vision du Père Noël avec un personnage ventre rond, barbe blanche, costume rouge et blanc. Et en fait, c'est sur la base du poème du pasteur Clément Clark Moore. Donc ça, c'est Clément Clark Moore, il rédige son poème en 1823. Hein, et les Américains connaissent ce poème très bien. C'est un peu comme notre cigale et notre fourmi. C'était la nuit avant Noël, les chaussettes étaient suspendues avec soin à la cheminée dans l'espoir que Saint-Nicolas bientôt serait là. Et lui va, dans ce poème-là, raconter seulement un traîneau miniature et 8 minuscules rennes avec un petit conducteur vieux mais vif, plein d'entrain. Je suis en un instant que c'était Saint-Nicolas. Et sifflaient, criaient, appelés par leur nom. Bien tornade, bien danseur, furie, fringant, allez comète, allez Cupidon, allez tonnerres et éclairs. Les rennes sont nommées, le traîneau est là, il descend par la cheminée, il met les cadeaux dans les chaussettes, il a un petit regard rieur, une pipe au coin de la bouche et il remonte par le conduit de la cheminée. Il s'appelait Saint-Nicolas, il est devenu Santa Claus. Thomas Nast, qui est un caricaturiste de C'est l'époque. le père de la caricature américaine. Oui, et puis c'est lui qui va par exemple dessiner les premiers troupeaux d'éléphants ou les premiers ânes qui vont devenir un peu les emblèmes des partis démocrates et républicains. Et lui, à partir des années 1862-1863, va commencer pour Harper Weekly Magazine à faire ses dessins du Père Noël. Ça va très bien marcher. Et des cartes postales. Et puis en fait, c'est ce Père Noël-là qui va voyage-retour en fait en Europe. Et on dira souvent, c'est une légende urbaine, le Père Noël, c'est Coca-Cola. Mais c'est pas du tout Coca-Cola. Non, Coca-Cola a repris, il a fait une pub du Père Noël en 1931, je crois, et c'est là où le manteau est devenu rouge. Alors, on avait déjà des manteaux rouges à l'époque dans les dessins de Thomas Nast pour Weekly Harper, et en fait, Coca-Cola va lui donner le râle précis de la couleur de Coca-Cola, et va en fait surfer sur une image déjà très très forte aux États-Unis, puisque là, on parle, fin du 19e, et c'est que 30-40 ans plus tard que Coca-Cola va se saisir de cette image-là, mais en fait, cette image du Père Noël rieur, avec sa pipe, etc., est déjà bien implantée aux États-Unis, et elle va revenir en France avec la boisson, puis avec le retour de guerre. Mais très intéressant. Je vous ai pris un tout petit extrait qui est très touchant de histoire de ma vie. George Sand, on est en 1855. Donc on est bien avant Coca-Cola, et puis ce que je venais de raconter est bien avant même Thomas Nast. Mais ce que je me rappelle parfaitement, c'est la croyance absolue que j'avais à la descente par le tuyau de la cheminée du petit Père Noël, bon vieillard, à barbe blanche, qui à l'heure de minuit devait venir déposer dans mon petit soulier un cadeau que j'y trouverais à mon réveil, minuit.
cette heure fantastique que les enfants ne connaissent point. Mais tout est déjà là, et en fait, ce Père Noël existe déjà en Europe pour George Sand en 1855, comme il existe dans le siècle précédent, et en fait comme il existe depuis des siècles. Oui, mais alors l'image du Père Noël au début, Charles Mollet, c'est un petit homme, enfin un homme grand et maigre, le contraire de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, lequel ? Parce que le personnage grand et maigre qui sillonne en fait la plaine, la nuit de Noël, en fait, donc il y a l'assignation avec Saint-Nicolas, on en a parlé. Après, les protestants vont vouloir un peu se séparer de Saint-Nicolas, tout saint qu'il est. D'ailleurs, en parlant des saints, la Magna Carta, les couleurs, la fourrure, enfin tous les liens qu'on peut voir avec les évêques de cette époque-là et la façon dont ils étaient habillés, qui sont intéressants. Mais les protestants vont vouloir s'écarter un peu de ce personnage et vont se rapprocher du Christkindl, qui lui est une figure de l'enfant Jésus qui vient, mais enfant Jésus âgé de 3 ans, blond, avec une auréole de bougies au-dessus de la tête, et qui vient distribuer des cadeaux aux enfants. Le Christkindl est toujours accompagné d'une espèce de grand personnage et d'un âne un peu terrifiant, qui est aussi un avatar de celui qu'on appellera le Père Fouettard. Parce que justement, le Père Fouettard, on va en parler, c'est important aussi. Bah parlons-en. Alors, parce que le Père Fouettard, finalement, c'est l'anti-Père Noël, puisque c'est la peur des enfants désobéissants. Il ne vient pas pour donner, mais pour prendre. Oui. Le Krampus, le Père Fouettard, qui existe dans tout un tas de traditions, et c'est en fait cette espèce d'ambiguïté dans la figure du Père Noël. Et on en parlait tout à l'heure, Jacques Pessis, des chansons de Noël et des chansons joyeuses, mais aussi des chansons tristes, parce que Noël a toujours quelque chose d'un peu triste, a toujours une face un peu plus obscure. C'est à la fois la joie, mais la joie se lie par rapport peut-être aussi à la nostalgie ou à la tristesse. Et dans beaucoup de chants de Noël, il y a quelque chose de très doux et de parfois un peu triste. Et ce Père Fouettard, souvent on a l'opposition entre le Père Noël et le Père Fouettard, entre Saint-Nicolas et Krumpesch. Enfin bon, il a plein de noms. Et en fait, il y a parfois une distinction claire des deux, et puis parfois ils se rejoignent, ils se superposent sans qu'on réussisse très précisément à distinguer qui est qui. Et aujourd'hui, le Père Noël pour la France, parce qu'en Belgique, en fait, le Noël, le Saint-Nicolas a bien gardé sa place. Voilà. Il arrive en bateau, je sais plus où, dans des grandes fêtes folles. En Europe du Nord et en Belgique, c'est fait, et même en Europe centrale d'ailleurs. Et en France, en revanche, c'est l'image de Noël que vous décrivez avec ce personnage né d'une pub de Coca-Cola qui existe. Oui, en France, le Père Noël, sous les traits américains, mais comme je le disais, dans ce petit texte de George Sand de 1855, montre bien qu'il était là quand même bien avant sa réimportation. Donc c'est lui qui guide un peu. Peut-être aussi, je pense qu'après 1905, séparation de l'Église et de l'État, on a voulu s'écarter un petit peu du Noël chrétien. L'Église qui n'a jamais d'ailleurs très bien vu ce personnage du Père Noël. Et dans les années 50-60, il y avait, on voyait des campagnes. J'ai vu un article de presse qui était très rigolo où il brûlait un Père Noël en carton pour dire on veut pas de ce Père Noël là. Et pour les catholiques évidemment c'est d'abord et avant tout la nativité. Et beaucoup de gens vous disent nous à la maison on nous disait il n'y a pas de Père Noël. Donc dans la cour d'école il y avait ceux qui étaient du côté du Père Noël et ceux qui étaient du côté de la Vierge Marie. Mais très intéressant parce que dans les traditions qu'on évoquait à l'instant du personnage de Noël ou de Saint-Nicolas, on a des traditions qui font vraiment le lien entre les deux, avec un monseigneur de Noël dont je parlais qui au XIIIe siècle, lui venait voir la Sainte Famille dans la crèche et lui donnait un petit peu de cadeaux ou d'argent pour essayer d'améliorer l'ordinaire de cette Sainte Famille qui était dans la crèche, qui d'ailleurs, c'est la tradition de l'Épiphanie et des rois, puisque les cadeaux de Noël, 3 mages venus d'Orient, venus de nulle part avec des barbes blanches, montés sur des grandes montures qui arrivent comme ça pour offrir un cadeau à un enfant. Enfin, ça fait des siècles que tout est là, ça fait 2000 ans que rien n'a changé, mais que ça a un peu changé de visage. Alors il se trouve aussi, vous parliez du Père Fouettard, il y a une chanson aussi de Noël très particulière, et je pense que le Père Fouettard aurait été très violent vis-à-vis de l'auteur Pierre Perret. Noël, Noël, tu vas venir bientôt, oh bon Papa Noël, n'oublie pas mes cadeaux. Et pour ce jour si merveilleux, petit Papa Noël,
exauce tous mes Les vœux de Pierre Perret sont l'antithèse des vœux. Et c'est vrai qu'il y a plein de chansons de Noël qui sont à la limite des parodies de Noël. Oui, parce que je pense que c'est tellement enraciné dans l'imaginaire collectif que pour n'importe qui, et a fortiori pour des artistes, c'est tellement facile puisqu'on prend un sujet qui parle à tout le monde et avec lequel on va pouvoir tout faire en fait. C'est pour ça que moi j'aime énormément ce moment de l'année parce qu'en fait c'est quelque chose qui parle à tous. Donc de base, on parle à tout le monde. Voilà. Et justement, ce côté moment de l'année, vous l'avez exploité, si j'ose dire, au Grand Hôtel des Rêves. Et on va en parler à travers la date du 27 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Charles Mollet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Charles Mollet. On a évoqué avec vous le Père Noël, son histoire qu'on connaît mal, ses chansons. Pourquoi ? Parce que le 27 novembre 2024 a démarré à Paris, au Grand Hôtel des Rêves, la véritable histoire du Père Noël, un spectacle immersif. Alors, avant de parler du Père Noël, il faut expliquer ce que le Grand Hôtel des Rêves est. C'est un nouveau lieu à Paris que vous avez vraiment repris et qui est tout à fait original. Oui, déjà c'est un hôtel particulier du XVIIIe siècle qui est au cœur du 5e arrondissement, entre le métro Cardinal de Moine et le métro Jussieu, au cœur de la capitale. Un hôtel d'une grande beauté qui a abrité des gens, c'était peintres célèbres comme Élisabeth Vigier-Lebrun, Antoine Watteau, Georges Buffon qui n'est pas peintre mais qui y a vécu également. Et dans ce lieu, qui est un hôtel d'apparat, comme beaucoup d'hôtels au 18e, qui est donc un hôtel qui était là pour faire de la représentation d'une position sociale quelque part, eh bien nous on fait de la représentation de spectacles vivants et on crée des spectacles qui ont la particularité de se déployer dans tout l'hôtel particulier et en fait les gens quand ils viennent, ils passent une cape sur les épaules, ils rentrent dans une pièce et ils vont faire un voyage qui dure une petite heure et ce faisant ils vont passer de pièce en pièce et toutes les 5 minutes par petits groupes de 30, donc c'est très confidentiel, très intime. Ils vont changer de décor, suivre les comédiens. Donc c'est comme si vous étiez plongé au milieu d'un film. C'est que du décor réel autour de vous. Tout est véritable, réel. Et toutes les 5 minutes, la porte s'ouvre sur un nouveau décor, une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance. Et on progresse comme ça à l'intérieur du monument et à l'intérieur de l'histoire. Alors vous avez commencé avec La Belle et la Bête, où il y avait même des horloges par centaines, parce que finalement, non seulement ce sont des décors, mais ces décors, vous les trouvez vous-même en chinant, Charles Mollet. Ah oui, alors moi j'adore chiner, j'adore les marteaux qui tombent quand ils tombent au bon moment dans les salles d'enchères pour pouvoir acheter tout un tas de choses fabuleuses. Et donc en fait oui, c'est que du décor réel qu'on achète pour pouvoir créer en fait un univers à 360 degrés dans lequel les gens rentrent. Et ben la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est de sortir leur téléphone et de mitrailler. Mais surtout ils sont hyper impressionnés. Oh, waouh, c'est incroyable. Alors justement le 27 novembre a débuté la véritable histoire du Père Noël, car vous avez écrit et mis en scène ce que vous imaginez être cette véritable histoire. Exactement. Et en fait, c'est une sorte de mélange d'un conte à la Charles Dickens et de plein d'autres choses, de morceaux de légendes norvégiennes que j'ai ramenés du Svalbard où j'étais cet été pour aller prendre quelques inspirations. Et en fait, voilà, il y a tout ce corpus un peu qu'on a évoqué tout au long de cette émission autour de Noël, et j'ai voulu écrire une véritable histoire du Père Noël, une parmi tant d'autres, mais une histoire qui parle aux plus jeunes comme aux plus anciens, parce que ce personnage a traversé les âges et parle à tous, pour peu qu'on ait envie de l'écouter, et qui fasse résonner tout ce que les uns et les autres ont dans leur imaginaire, parce que votre imaginaire de Noël, Jacques, n'est pas le même que le mien, à travers tous les âges et toutes les générations, mais il y a un dénominateur commun, et dans les couleurs, dans les odeurs, l'odeur des sapins, l'odeur des pommandères, qui sont ces oranges piquées de clous de girofle, celle des confiseries de Noël, l'histoire de la papillote. On va raconter dans ce spectacle notamment comment a été créée la papillote, d'où vient-elle, une histoire d'amour entre Solange et Balthazar Papillot, le confiseur. On va passer à travers tout un tas de décors, notamment l'atelier du Père Noël, complètement extraordinaire, avec des jouets qui montent dans des bibliothèques de 4 mètres de hauteur sous plafond, des guirlandes, des sapins partout. On recrée la boutique d'un marchand de jouets, un vieux marchand de jouets avec plein de jouets de la fin du 19e. Donc des décors très impressionnants et qui permettent, au gré desquels on raconte une histoire, une véritable histoire du Père Noël, d'un jeune garçon qui s'appelle Yule.
Yule, c'est le nom des fêtes de Noël en Europe du Nord. Et Yule, c'est le nom que j'ai donné à ce jeune homme qui est apprenti auprès d'un marchand de jouets et à qui va arriver toute une série de tracas. Voilà, avec une jeune fille qui est là, une sorcière, enfin tout un tas de monde. Mais surtout, vous avez, Charles Mollet, inventé, si j'ose dire, un spectacle immersif comme d'une forme nouvelle. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit souvent ah là là c'est complètement nouveau, des journalistes nous appellent pour dire voilà est-ce que le spectacle immersif va manger le spectacle traditionnel, le théâtre traditionnel. En fait c'est une forme nouvelle si on veut, c'est juste que j'ai essayé de trouver une manière différente de faire vivre aux gens des émotions. On voit que c'est une manière qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées en réalité augmentée avec des lunettes numériques qui permettent de vivre des expériences vraiment fabuleuses. Il y a des choses très belles qui se font, mais moi je suis resté dans quelque chose de très classique, de très à l'ancienne. C'est des vrais décors, c'est des vraies bougies, de la vraie neige qui tombe du ciel et ça marche tellement bien. Et donc en fait, c'est dans les vieilles bonnes âmes ou les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures. Voilà. Je suis parti de ce principe. En même temps, c'est fait par une équipe d'artisans, vous et votre équipe, parce que c'est un travail quotidien énorme et avec pas beaucoup de moyens finalement. Non, et en fait, c'est beaucoup costumier, menuisier, peintre. Et puis une fois que le spectacle tourne, il a la particularité de tourner du matin 9h au soir 23h et ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que les auditeurs qui nous entendent et qui voudraient voir le spectacle peuvent tout à fait dire tiens, j'irai samedi à 9h30. Ouais. Et donc on arrive à 9h30. Il faut bien réserver son billet avant, puisqu'en fait on a une demande qui est colossale. Les gens qui le voient ressortent et reprennent des billets pour le revoir à nouveau le week-end d'après avec toute la famille. Donc voilà. Mais on arrive et on peut si vous voulez venir voir le spectacle à 22h30, c'est absolument possible. Si vous voulez y aller en sortant du restaurant ou avant d'y aller. Et en fait, le spectacle tourne en continu, ce qui implique beaucoup de comédiens aussi. Voilà, justement, vous avez des troupes de comédiens. Vous avez combien de troupes? Parce qu'il faut que... Alors en fait, il y a plusieurs équipes. Ça représente une 60aine de comédiens qui vont être au service du plateau. Et quand vous êtes spectateur, vous allez en croiser 20. Vous allez en suivre une vingtaine finalement qui vont vous accompagner de pièce en pièce. Mais derrière le Père Noël, on a au moins 3 Pères Noël qui vont se relayer pour assurer la permanence au plateau. C'est aussi un mode de jeu qui est particulier puisque les comédiens vont rejouer des scènes qui sont courtes, mais un grand nombre de fois. Mais ça reste des vraies scènes de théâtre avec un public d'un côté et une interaction puisque le 4e mur est tombé. Et donc du coup, quand vous êtes dans l'atelier du Père Noël, à un moment, une des phrases du texte, il prend une clémentine sur un de ses ateliers. Ça sent l'essence de térébenthine, les peintures, les couleurs. Il prend cette petite clémentine et puis il s'approche des spectateurs et puis je sais pas comment il fait. Il choisit un enfant parmi l'ensemble et il se met à genoux et il lui dit, tu sais, un cadeau du Père Noël, c'est d'abord quelqu'un qui te dit je t'aime. Et il va lui donner cette clémentine. Mais ça arrive dans toutes les scènes. Tout le temps, il y a cette porosité entre la scène et les spectateurs. Et c'est ce qui fait que les gens sont non seulement les décors, mais en plus le fait d'être au milieu de l'histoire. C'est incroyable, ça change tout. Il se trouve que l'atelier du Père Noël que vous évoquez, qui est dans ce spectacle, La véritable histoire du Père Noël, Charles Mollet, il existe en Laponie. C'est même devenu une destination pour les touristes. Oui, alors je ne l'ai pas vu, moi, mais je suis toujours... en fait, j'ai toujours peur, parce que je trouve qu'avec le Père Noël, on a souvent du plastique, des paillettes, des guirlandes électriques. Et en fait, moi, mon Noël rêvé, un peu celui que j'essaie de transmettre, c'est celui du bois, des copeaux, des odeurs, des bougies, des sapins réels, des boules en verre églomisées, toutes des choses qui très justes. Et en fait, il y a aussi, vous parliez tout à l'heure des décors. On achète beaucoup d'objets anciens, des pendules de Mora, par exemple, qui viennent de Norvège, qui sont ces pendules avec ces couleurs très vives, qui sont assez populaires, ou des casse-noisettes en bois à l'ancienne. Enfin, il y a plein de très jolies choses. Et j'essaie de filer ce personnage-là, et je fuis beaucoup les guirlandes en plastique, les tissus synthétiques
synthétiques. Oui, voilà. qui sont un commerce, alors que les lutins sont là, en revanche. Et oui, chez nous, ça s'appelle des nices. On les appelle pas lutins. Et je demande aux comédiens, d'ailleurs, de fuir le « Bonjour les petits-enfants, c'est le Papa Noël ». En fait, on a des personnages qui sont très, très, très réels. Et l'histoire est très réelle, parce que notre Père Noël, quand il est jeune, au début, il a 19-20 ans, il est apprenti chez un marchand de jouets. Le marchand de jouets va être saisi par un huissier de justice parce que il offre ses jouets à plein de gens au lieu de les vendre. Du coup, les comptes ne sont pas florissants et donc il va être arrêté, la boutique va être saisie et on va vendre aux enchères. On programme la vente aux enchères de l'ensemble des jouets de la boutique. Le jeune homme, le jeune Yule est mis à la porte et avant de partir, il décide dans la nuit qui précède la vente aux enchères de prendre tous les jouets de la boutique et plutôt qu'ils ne soient vendus au marteau le lendemain, il va les distribuer aux gens du pays la nuit de Noël et c'est la première tournée. Voilà. Alors la tournée de Noël, c'est effectivement avec tous ces cadeaux, mais il y a eu aussi avant les lettres au Père Noël. Et ce qu'on sait peu aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a eu Jacques Marette, qui était un ministre des PTT, qui a été le premier à inventer la tournée des courriers du Père Noël. En 1962. En 1962. Et avec sa sœur, qui était Françoise Dolto, bien connue, qui a écrit les premières lettres au Père Noël. Oui, je savais pas que c'était le frère de Françoise Dolto. Mais Voilà. je sais que depuis 1962, il y a un bureau qui a ouvert en France pour réceptionner en fait le courrier du Père Noël. Et nous, dans le spectacle, je me suis beaucoup interrogé sur ces lettres. C'est pour ça qu'on commence le spectacle avec la question de la lettre. Les enfants écrivent une lettre et elle part dans le spectacle comme ça, puis elle arrive dans le bureau dans le bureau du Père Noël, dans l'atelier. Et là, il y a des nices qui vont traiter le courrier parce qu'on a tout un sujet autour de... Et dans notre histoire, on raconte que toutes les lettres au Père Noël ne sont pas répondues. C'est d'ailleurs la plupart des lettres sont retournées et ne sont absolument pas traitées par le pôle. Pourquoi ? Et en fait, on se pose tous la question de pourquoi j'ai pas eu de réponse. Et moi, je pars du principe qu'en fait, il y a des réponses, mais à certaines lettres uniquement, et tout dépend de la façon dont on va écrire la lettre et surtout de ce qu'on va demander, et pas de ce qu'on va demander en fait. De pour qui on va demander le cadeau. Et ça, c'est une des grandes clés de compréhension du spectacle. On apprend comment faire pour espérer que sa lettre soit répondue par le Père Noël et que se transforme en cadeau. Et c'est très drôle parce qu'on a des tas d'enfants qui écrivent des lettres. Et en fait, ils comprennent qu'ils ne l'ont pas écrit comme il fallait si vous voulez espérer une réponse. C'est une grande morale. Alors, le cadeau, justement, il se trouve au pied du sapin. Et le sapin, bien sûr, on pense à une chanson. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Le sapin de Noël 1521, le premier, qui était des sapins qu'on coupait les arbres. Et c'est devenu ensuite le sapin de Noël, de Charles Mollet. Ouais. Alors, il y a une tradition... Il y a une tradition longue du sapin de Noël. J'ai oublié le nom là maintenant tout de suite des airs, je crois. Il portait un nom très précis. Et puis il y a une ville en Alsace qui est réputée pour être la première ville où on a une mention dans un document du premier sapin de Noël, puisqu'on payait des gardes champêtres. C'est dans une délibération de la mairie qui dit voilà, on donne tant à un tel pour surveiller les plantations des sapins pour pas que ceux-ci soient volés. Et en fait, les sapins existent depuis très longtemps. Et la reine Marie Lesinska est celle qui, au XVIIIe siècle, a importé la tradition du sapin de Noël venu d'Autriche, sapin qu'on décorait souvent avec des pommes, en référence à la nativité. Pommes qui, bien des années plus tard, ont manqué à cause d'une gelée, et c'est là qu'un verrier de Simmental s'est mis à souffler des boules en verre pour reproduire les pommes, parce qu'il y avait eu une gelée, il n'y avait pas de pommes pour décorer les sapins, donc toc, les boules de verre sont arrivées dans les sapins, et il y avait des sapins qui étaient recouverts de friandises, et donc ces sapins-là, pour éviter que les rats ne mangeassent toutes les friandises, les hosties non consacrées qu'on accrochait dans ces arbres aussi, on avait coutume de les accrocher au plafond par la tête, et on descendait le sapin au moment de Noël et les enfants se ruaient sur le sapin pour manger les friandises. Donc il y a eu tout un tas de traditions autour de ces arbres. Les guirlandes électriques sont arrivées plus tard, après que la General Electric s'est commencé à développer le principe des bulbes de verre et des ampoules dans les sapins. Avant, c'était des bougies. J'ai jamais... Ça existait encore, il y a encore quelques années, les bougies dans les sapins, et on les allumait juste le temps de la veillée de Noël. J'ai jamais compris comment on n'avait pas foutu le feu à toute l'Europe avec cette idée-là. Mais c'est d'une telle beauté de voir, j'en ai vu quelques-uns, des sapins avec des vraies bougies dedans. C'est
extraordinaire. Mais ça, si les pompiers nous entendent, ils vont dire surtout ne faites pas ça chez vous. Surtout avec des sapins réels. Mais bon, enfin, non, c'est merveilleux. Alors, ce qui est merveilleux aussi, c'est votre passion et ce spectacle que vous avez fait au Grand Hôtel des Rêves jusqu'au 5 janvier avant de partir en tournée dans des châteaux. Charles Mollet, vous allez continuer comme ça, vous n'allez pas vous arrêter avec ce spectacle. Non. On a déjà plein d'autres rêves pour le Grand Hôtel des Rêves. On a déjà eu une demande telle qu'on se demande si on va pas prolonger un petit peu l'esprit de Noël jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça dépend des spectateurs et de leur appétence pour venir découvrir l'histoire de Yule. Et après, d'autres spectacles sont en train de se préparer sur le même format, mais avec d'autres décors, d'autres histoires. Et évidemment, la véritable histoire du Père Noël revient l'année prochaine. On a déjà plein de gens qui nous supplient de le revoir. Mais bon, les places partent à une telle vitesse que c'est vraiment fou. Mais c'est chouette parce que c'est votre travail. Bravo Charles Mollet. Donc c'est au Grand Hôtel des Rêves, la véritable histoire du Père Noël. C'est jour et nuit pratiquement. Continuez ainsi avec cette passion parce que c'est devenu si rare. Merci beaucoup Jacques Pessis. Merci à vous et joyeux Noël bien sûr. Joyeux Noël à tous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.